Une plage d'exploration. Celle de l'inconditionnel. Une plage infinie. Cet inconditionnel qui se rafraîchit dans l'apparent conditionnel, l'apparente conditionnalité. Et j'ai envie, c'est ce qui m'est venu récemment en fait, il m'est revenu l'image de Karaba, la sorcière, dans le film d'animation Kirikou et la sorcière de Michel Oslo, que j'avais vu à sa sortie au cinéma il y a un bon petit paquet d'années. Et j'avais été tout autant fascinée par Kirikou que par Karaba. Kirikou, qui est cet enfant magique de l'amour, qui s'enfante lui-même. Il est dans le ventre de sa mère et il fait « Bon, ça y est, c'est bon !» Il se donne son premier bain. Et nous sommes tous en fait cet enfant de l'amour. Parce que l'amour, il s'enfante lui-même à chaque instant. Sauf que peut-être ça nous plaît plus le reflet de Kirikou que le reflet de Karaba. Quand ça apparaît, je veux dire, dans l'expérience, quand il y a un archétype qui est un peu strident, un peu dissonant, peut-être qu'il est perçu comme indésirable. Et c'est toujours cet innommable qui joue à juger ses reflets. C'est pas quelqu'un qui condamne un reflet. C'est l'amour mystère. Et ouais, j'avais été touchée chez Kirikou par cette innocence, cette intrépidité et cette clairvoyance nue, parce que il est quand même nu. Ce petit Bouddha, il est tout nu pendant tout le film. D'ailleurs, ils sont tous à moitié nus et c'est magnifique de les voir dans cette nudité, les femmes avec juste un pagne. Et voilà, on voit les poitrines généreuses. C'est si naturel.
Et donc il apprend que dès sa naissance, que la source du village est asséchée, que la rumeur raconte que tous les hommes ont été croqués par Karaba. Et lui, en fait, il se dit, mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle est méchante. C'est quoi son secret? Donc bon, il va y avoir tout un tas de péripéties pour au final qu'il aille voir son grand-père qui sait ce qui est. Il sait ce qui est. Le Vénard. On va tous aller voir le grand-père de Kirikou là. Et en tout cas, il lui délivre le secret, c'est qu'en fait, Karaba, euh, quand elle était plus jeune, elle a été agressée par des hommes qui lui ont enfoncé une aiguille empoisonnée dans la colonne vertébrale. Et que donc depuis, elle souffre. Et dans l'histoire, c'est cela qui nourrirait ce qu'on appelle méchanceté. Ou ce que Eckhart Tolle, je ne sais jamais comment on prononce son nom, Eckhart ne m'en veut pas, il appelle ça le corps de souffrance. Sauf que lui, Eckhart, lui, il relie ça à un corps de souffrance personnel. Ce qui me vient, c'est que ce corps de souffrance, il apparaît comme étant personnel et comme étant solide. Et en fin de compte, il n'est pas personnel et il n'est pas solide. Enfin, lui ne dit pas qu'il est solide non plus, hein, mais chez chacun d'entre nous, des apparentes personnes, des apparents kiki, il y a cette exploration de l'aiguille, du corps de souffrance et d'une histoire qui vient se superposer à tout ça, d'un apparent passé. Et d'une apparente condamnation quand tout ça apparaît, quand par exemple il y a un archétype de jalousie, de haine. Voilà, il y a d'autres personnages comme ça dans les dessins animés. Il y a Gargamel, il y a Maléfique, la reine dans Blanche-Neige. Ces archétypes, donc, sont jugés indésirables. Et pourtant, cette aiguille qui se manifeste, elle est une des passerelles de l'amour à l'amour.